À la une de l'actualité ce soir, au Conseil des ministres de ce mercredi, des décisions importantes, notamment sur la grève des gardes de sécurité pénitentiaire et des mesures pour juguler une éventuelle hausse des prix des produits de première nécessité à la suite de la hausse du prix du carburant. Dans ce journal, des détails de toutes ces décisions. Et puis le diabète progresse au Burkina Faso. Environ 10 000 cas notifiés cette année. Le dépistage apparaît comme une voie indiquée pour prévenir la maladie. Des conseils complets à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, en République démocratique du Congo, les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe avaient, aux côtés d'autres dirigeants de l'opposition, accepté dimanche dernier de renoncer à leur candidature après avoir signé un accord de soutien à l'homme d'affaires Martin Fayoulou lors du scrutin du 23 décembre prochain. Un revirement qui ne plaît pas visiblement aux Congolais. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le gouvernement burkinabé juge illégal le mouvement d'humeur observé au niveau des gardes de sécurité pénitentiaire et l'exécutif qui s'est prononcé en effet ce mercredi sur cette manifestation invite les JSP à arrêter leur grève et à poursuivre les missions à eux confiées. Le gouvernement vient également de donner suite à une demande d'autorisation de contractualisation avec des promoteurs privés au nombre de 5 pour la construction de centrales solaires photovoltaïques au Burkina Faso, dont la production énergétique est estimée à 150 MW. Toutes ces décisions viennent d'être actées ce mercredi au cours du traditionnel Conseil des ministres. Explication avec Roger Kam et Aruna Mare. Le gouvernement poursuit son offensive pour offrir plus d'énergie aux populations. Bientôt, de nouvelles centrales solaires photovoltaïques verront le jour pour accroître l'offre énergétique au Burkina Faso. C'est un total à peu près de 150 MW qui seront produits par ces 5 compagnies-là pour des coûts estimés à 44 à 48 francs le kilowattheure, c'est-à-dire donc bien en deçà de ce qui est proposé actuellement. Un bilan des mesures de consommation des produits locaux par les structures publiques a été fait en Conseil des ministres, qui a aussi décidé de l'intégration de nouveaux produits à cette liste. Les pâtes alimentaires produites au Burkina, les sucreries, les jus transformés au Burkina et un certain nombre de produits artisanaux, à savoir notamment les meubles de bureau, etc., qui sont produits localement et qui doivent être prioritairement utilisés donc par nos administrations. Le mouvement d'humeur de la garde de sécurité pénitentiaire s'est invité à la table du Conseil des ministres. Le Conseil considère que ces mouvements qui ont lieu actuellement sont des faits de grève de fait. La garde pénitentiaire n'a pas le droit de grève, même si elle a le droit de se regrouper en syndicat. Le Conseil donc invite tous les membres de ce corps paramilitaire-là qui sont dans ces mouvements à arrêter ces manifestations-là et à exécuter les missions qui leur sont confiées. Le Conseil a également félicité les 226 enseignants burkinabés qui viennent de réussir leur examen d'aptitude lors de la dernière session du CAMES. Et justement, à propos du mouvement d'humeur chez les gardes de sécurité pénitentiaire, le rapport relatif au mouvement observé au sein de la garde de sécurité pénitentiaire, le Conseil a décidé de l'interdiction d'activité du bureau actuel du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire pour manquement à la législation encadrant les activités syndicales. Le Conseil a adopté un décret portant révocation de 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire pour commission de faute d'extrême gravité conformément à l'article 164 de la loi numéro 016-2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de garde de sécurité pénitentiaire. Et pour avoir des informations sur toutes ces décisions importantes, nous recevons le ministre en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique, M. René Bagoro. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages sur toutes ces décisions importantes. Alors, on l'a appris, l'interdiction des activités du bureau du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire, mais aussi la révocation de 10 agents. Est-ce que, pour prendre toutes ces décisions, les procédures ont été respectées? Merci, M. Kindo. Je voudrais profiter de votre micro pour saluer en tout cas le travail qui est fait par les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire et regretter que, profitant d'une situation difficile, quelques aventuriers aient pris la tête du syndicat
pour poser des actes qui ne sont vraiment pas ce que fait d'habitude les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire. Je rappelle également que le bureau actuel qui a décrété le mouvement a été mis en place le 13 octobre 2018 suite à la destitution, selon eux, de l'ancien bureau. Je laisse ceux qui sont compétents pour apprécier la légalité. Et dès le 19 octobre, l'ancien bureau, dont le mandat courait jusqu'en février 2019, avait manifesté son intention de ne pas reconnaître l'actuel bureau. Mais face vraiment à des actes de violence et à des sorties médiatiques, l'ancien bureau a eu la sagesse de faire une passation de services, et c'était le 23. Or, dès le 22 déjà, donc avant même qu'il y ait cette passation de services, dès le 22, par des SMS, l'actuel bureau avait déjà décrété ce mouvement-là. Et ce mouvement qui a été décrété, donc, alors que ce bureau n'a aucune reconnaissance, donc pas de récépissé, allait crescendo. Et je rappelle que l'article 62 du statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, tout en reconnaissant le droit syndical, leur interdit le droit de grève, eu égard à la spécificité de leurs activités. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, des actes de violence qui ont été posés, notamment l'irruption au domicile du ministre de la Justice que je suis, pour désarmer les éléments de sécurité, ce qui n'a rien à voir avec un mouvement d'humain, qui est une rébellion à la limite. Et depuis le 12 de ce mois, depuis donc avant-hier, donc lundi, sur instigation donc du bureau actuel, les directeurs des maisons d'arrêt de correction et leurs adjoints et certains directeurs du service sont empêchés d'avoir accès à leurs services. Donc le gouvernement a estimé qu'au regard de tous ces faits, il y avait quand même violation donc du statut, parce que je rappelle que le statut interdit, au-delà de la grève, interdit aux éléments de la GSP de poser des actes qui les soustraient de leurs obligations. Donc au regard de tous ces faits qui sont gravissimes par rapport donc à un corps paramilitaire, le gouvernement a décidé donc de prendre ces décisions. Maintenant, votre question, est-ce que la procédure a été respectée? Oui. Je rappelle que parmi les sanctions que peut prendre le Conseil des ministres, il y a la révocation. C'est l'article 164 du statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire qui le prévoit, mais dit qu'il faut respecter les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 151. Et cet article 151, c'est le droit de la défense, c'est-à-dire tout simplement qu'il faut mettre les personnes concernées à mesure de se défendre. Nous avons pris le soin d'envoyer des lettres d'explication à travers la hiérarchie des personnes qui ont posé ces actes. Ils ont refusé de répondre. Et comme vous le savez qu'en matière de sanctions disciplinaires, le refus de répondre enclenche le processus. En réalité, c'est une erreur de croire que quand on ne répond pas, on ne peut pas vous sanctionner. L'essentiel est qu'il y ait la preuve qu'on vous a mis en demeure de vous défendre, que soit vous êtes défendu et qu'on a considéré que ce n'est pas suffisant, ou alors que vous avez refusé. Et dans le cas présent, tous les 10 éléments ont eu des lettres d'explication. Ils ont soit dit qu'ils ne répondent pas, soit ils ont dit que le secrétaire général a pris pour répondre alors que ce n'est pas à lui qui s'était adressé. Donc pour répondre à votre question, oui, la révocation des 10 éléments est à respecter donc le statut du corps de la GSP, notamment les articles 151 alinéa 2 et l'article 164. Il y a également le fait que le décret le dit, l'illégalité des activités du syndicat national de garde pénitentiaire pour manquement à la législation. Qu'en est-il exactement de cette illégalité? Non, je vous ai rappelé tout de suite qu'ils ont mis le bureau qu'ils prétendent avoir, parce qu'ils disent qu'ils ont dissous l'ancien bureau. Donc le bureau a été mis en place le 13 octobre. Donc, suite à leur sortie médiatique, l'ancien bureau a fait la passation de service le 23. Or, dès le 22, ils avaient déjà lancé un mouvement de grève. Au jour où je vous parle, ce bureau n'est pas en mesure de présenter un récépissé de reconnaissance. Donc, c'est un bureau pour le moment qui n'a aucune reconnaissance légale, qui s'est même mis en place sans respecter les statuts même du syndicat. Parce que quand vous prenez le statut du syndicat, il est dit effectivement que 2/3 des bureaux de section peuvent dissoudre le conseil syndical. Or, les bureaux de section dans chaque maison d'arrêt sont constitués d'un délégué général, d'un trésorier et d'un militant. Donc, pour réunir les 2/3, ça veut dire qu'il faut non seulement que soit que chaque maison d'arrêt envoie les 3, ou alors qu'une personne ou 2 personnes viennent avec mandat des autres. Alors, ce qui n'a pas été le cas. Mais, nonobstant tout ça, nous avons dit, bon, il ne nous appartient pas de nous immiscer dans les activités. Donc déjà, le bureau a été mis en place sans respect des statuts même du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire.
Deuxièmement, comme je le disais, ils ont décrété ce mouvement sans avoir même passé, à supposer même que le bureau soit légal. Et vous ne pouvez pas commencer à poser des actes sans passer service avec l'ancien bureau. Or, je vous ai dit, la passation de service a eu lieu le 23. Or, dès le 22, ils avaient déjà déclenché leur mouvement. Troisième élément, c'est que les actes posés sont contraires au statut du corps de la garde de sécurité pénitentiaire et violent certaines règles de discipline. Donc, au regard de toutes ces situations-là, il n'y a pas de doute que non seulement le bureau est illégal, mais il mène des activités illégales. Et quelle est la suite donc à donner à la plateforme revendicative des GSP? Alors bien évidemment, la plateforme revendicative, les revendications sont légitimes. Je dois rappeler que depuis mon arrivée à la tête du ministère en janvier 2016, beaucoup d'efforts ont été faits pour permettre à la garde de sécurité pénitentiaire d'avoir plus de lisibilité, de visibilité. Nous avons adopté un nouveau statut, des tests ont été faits. Contrairement à ce que certains membres du syndicat disent que depuis mon arrivée, ils n'ont eu que des papiers, ce n'est pas vrai. Le reversement a eu une incidence financière. Il s'est trouvé que, et c'est les greffiers sont dans cette situation, qu'il y a eu des difficultés d'interprétation de certaines dispositions qui ont fait qu'effectivement ce qui est juste, que ce soit les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire ou les éléments le personnel du greffier, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils perdent des anciennetés. Nous avons entrepris des initiatives avec notre collègue du ministère de l'économie et des finances, et des initiatives sont en cours pour pouvoir, en fait, il faut relire les tests parce qu'il y a des difficultés d'interprétation et nous sommes dans ce sens. Je rappelle même que dans ce cadre, l'ancien bureau a été reçu par un conseiller technique de ma collègue chargée des finances pour leur expliquer les difficultés qu'on avait et les mesures qui vont être prises. Donc c'est de dire que le gouvernement n'ignore pas les difficultés qu'il y a et le gouvernement travaille à les résoudre. Mais lorsque vous arrivez, vous ne cherchez pas à comprendre, vous lancez un mouvement, vous posez des actes contraires à votre déontologie. Je pense qu'il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités, d'autant plus que, nonobstant l'illégalité du mouvement et du bureau, nous avons mené un certain nombre de démarches. Ils ont été rencontrés par la Direction générale de la sécurité pénitentiaire. Ils ont été rencontrés le samedi même 10 novembre par mon secrétaire général et mon directeur de cabinet alors que j'étais en mission. Nonobstant toutes ces démarches, ils ont dissu le mouvement et comme je l'ai dit, depuis le 12, les directeurs des maisons d'arrêt de correction et leurs agents et certains directeurs de services sont empêchés d'avoir accès à leurs bureaux alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette situation. Et je rappelle qu'avant ça, le directeur de la maison d'arrêt de correction de Ouéguia avait été empêché d'avoir accès à ce bureau, tout simplement parce qu'il a donné des lettres d'explication, ce qui administrativement est dans ses pouvoirs. Donc quand vous voyez tout ce qui se passe, vous convenez avec moi qu'il y a eu quand même des actes illégaux et qu'il fallait qu'à un moment donné, le gouvernement sonne la fin de la récréation. Merci à vous, M. René Bagoro. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de la justice, des droits humains et de la protection civique, garde des Sceaux. Et vous étiez là pour nous parler des décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi, notamment l'interdiction d'activité du bureau actuel du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire pour manquement à la législation encadrant les activités syndicales, mais aussi un décret portant révocation de 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire pour commission de faute d'extrême gravité, conformément à l'article 164 de la loi 016/2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de garde de sécurité pénitentiaire. Merci d'être venu pour toutes ces informations. Merci à vous. La suite du journal, au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, le colonel-major Bourema Akere poursuit sa déposition. Il reconnaît avoir accompagné le général Gilbert Diendéré à l'époque des faits président du CND en signant la déclaration de prise de pouvoir du CND. Le chef d'état-major particulier du président de la transition reconnaît également avoir failli à sa mission de sécurisation du président Michel Kafando. Il s'estime avoir été trahi par ceux qui ont procédé à l'arrestation de Michel Kafando. Le point est avec Ntraman Guéné. Avec les avocats des partis civils et de ceux de la défense, c'est la légalité des actes posés par le colonel-major Bourema Akere au moment des faits qui est en débat. D'abord, la signature de la déclaration du CND. Le 17 septembre 2015, c'est le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso qui signe le communiqué qui démet de ses fonctions celui-là même dont il assure la sécurité, en l'occurrence le président Michel Kafando. Vous qui avez signé l'acte de naissance du CND, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il s'agit là
d'un acte d'accompagnement. Question de Maître Séraphin Somé à l'accusé. Oui, c'est un acte d'accompagnement, mais c'est le contexte qui l'exigeait. Premier aveu de l'accusé. Le contexte, il a tenu à l'expliquer. Pour lui, à la réunion du 16 septembre 2015 avec les sages, le général Guinguéré a décroché l'accord du commandement militaire pour assurer le maintien d'ordre pendant les événements. À la deuxième rencontre, après la mise en place terminée des sages, le général Guinguéré est entré en dernière position dans la salle. Et c'est le chef d'état-major général des armées, le général Pégrenoman Zagré, qui demande à l'assistant de se lever et annonce le général Guinguéré en ces termes. Monsieur le président du CND. Il lui cède ainsi sa place et le général Guinguéré préside la rencontre. Alors, voilà des comportements de la hiérarchie militaire qui ont déterminé l'attitude de l'accusé face à la situation. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir failli à votre mission de sécurisation du président du Faso? Poursuit Maître Séraphin Somé. Oui, j'ai failli. J'ai échoué dans ma tâche. J'estime que j'ai été trahi par ceux qui ont enlevé le président du Faso. Deuxième aveu de l'accusé. Ensuite, la mission en territoire ivoirien à la recherche de matériel de maintien d'ordre. C'est encore sous les instructions du colonel-major Bourema Kéré que le capitaine Gaston Ouedraogo a effectué la mission. Là encore, les avocats des parties civiles trouvent un acte positif de l'accusé de nature à asseoir le coup de force. Non, retorque le colonel-major Bourema Kéré. Le capitaine Gaston Ouedraogo est allé en Côte d'Ivoire avec un hélicoptère de l'armée nationale. Pour lui, l'appareil ne peut décoller sans l'accord du chef d'état-major général des armées. Les pilotes aussi ont été désignés par l'armée. Donc pour moi, il s'agit d'une mission de l'armée pour doter la gendarmerie et la police nationale de matériel de maintien d'ordre à leur demande, conclut-il. Ensuite, à la réunion de médiation avec les chefs d'État de la CEDEAO, les avocats soutiennent que l'accusé a été présenté par le général Guinguéré comme faisant partie de sa délégation. Là encore, le colonel-major Bourema Kéré fait des nuances. Le général Guinguéré m'a présenté comme étant son collaborateur. Mais pour les avocats des parties civiles, collaborer c'est assister. Par conséquent, le colonel-major Bourema Kéré est comptable des actes posés par le CND pendant la crise. Le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso revient à la barre vendredi prochain à partir de 9h pour poursuivre son interrogatoire. Autre point de l'actualité ce soir, le Burkina Faso vient d'être désigné pour présider le comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. C'est le président de l'Assemblée nationale qui va donc assurer cette mission. Alassane Sakandé, qui était face à la presse cet après-midi pour décliner ses ambitions à entreprendre des réformes de cette institution parlementaire et pour lui permettre de rayonner sur le plan international. Oscar Soulama, Pascal Kané. De la solidarité parlementaire. C'est ce qui explique le succès de l'Assemblée nationale burkinabé à Abuja lors des travaux de l'Union parlementaire africaine. Alassane Bala Sakandé a été porté à la tête de cette institution parlementaire africaine le 10 novembre dernier. Les députés burkinabés ont fait montre d'unité à cette Assemblée générale. Les parlementaires du Burkina ont mis de côté ce que vous voyez souvent à l'Assemblée, les tiraillements entre opposition et majorité. Vous savez, quand nous sommes à l'extérieur, quand nous sommes à l'extérieur de cet hémicycle, il n'y a rien qui va, c'est l'appartenance à une seule nation, à la même nation, le Burkina Faso. Et donc là, comme je l'ai dit, les parlementaires de l'opposition et de la majorité sont là. Il n'y a pas à dire que le président est de tel parti, on ne va pas le soutenir. Non, bien au contraire. Et donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, être soutenu également par les autres parlements d'Afrique. Alassane Bala Sakandé veut que son passage à la tête de cette institution soit marqué par des réformes profondes, des réformes qu'il souhaite faire avant tout au profit et avec les populations africaines. Il est question de revoir un peu au niveau des statuts et des règlements de l'institution la bonne gouvernance que nous voulons apporter. Il y a également aussi que nous voulons introduire la question des femmes et des jeunes, de sorte que dans les instances de l'UPA, que forcément il y ait de la place pour les femmes et de la place pour les jeunes. De telle sorte qu'on peut même inventer ce système de points à moins pour un pays ou de voix à moins pour un pays, un parlement qui n'aurait pas mis dans sa délégation un jeune ou une femme. L'Union parlementaire africaine a été créée le 13 février 1976 au Nigeria. Il a son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Bala Sakandé s'y rendra les prochains jours pour les formalités de passation des charges.
Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques vient de doter en moyens logistiques ses personnels d'appui conseil des directions régionales. Environ 450 engins pour faciliter la mobilité de ce personnel d'encadrement. L'acquisition de ces 450 nouveaux engins à 2 roues d'une valeur de 450 millions de francs CFA a été financée par le budget national. Estelle Judita Sogba. 454 motocyclettes au profit des agents d'appui conseil des directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. Le geste est du gouvernement burkinabé et vise à renforcer les capacités opérationnelles du personnel d'encadrement agricole pour plus d'efficacité et d'efficience dans ses interventions sur le terrain. Dans notre pays, nous avons plus de 800 villages et il faut couvrir tous ces villages-là. Et chacun d'entre eux a au moins de 5 à 8 villages à couvrir dans les provinces. Et comment le faire si on n'a pas suffisamment de moyens de déplacement pour faire ce travail-là? C'est très précieux, un outil comme celui-là. Il faudra qu'on prenne bien soin, il faudra bien qu'on l'utilise à bon escient et qu'on fasse en sorte qu'il y ait un impact justement de cet instrument dans le développement de notre agriculture. Le coût global de ces acquisitions s'élève à 453 millions de francs CFA. Sur le nombre total de ces engins à 2 roues, 304 ont été acquis sur le budget national et le reste, 650 engins, sur le budget du projet de la sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina. Occasion pour le ministre Jacob Ouédraogo de traduire sa reconnaissance aux acteurs du dit projet pour leur contribution et invite par ailleurs les autres projets et programmes de son département à suivre cet exemple. Et en cette période de récolte, le gouvernement burkinabé fait le point de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Le comité chargé de cette analyse vient de se réunir ce mardi. Le comité a statué sur les résultats d'analyse de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle sur tout le territoire national. Et l'idée est de disposer d'une feuille de route pour la gestion de cette situation alimentaire et nutritionnelle. Les détails avec Ernest Kambiré. La deuxième session de l'année 2018 du comité de prévision sur la situation alimentaire et nutritionnelle se tient dans un contexte où la campagne agricole qui s'achève est marquée par une bonne pluviométrie globalement bien repartie au plan national, ce qui préjage d'une bonne campagne agro-silvopastorale. Cette session est un cadre qui permet chaque année de faire le bilan des actions menées en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans la sécurité alimentaire du pays qui se retrouvent pour analyser les informations qui sont disponibles sur la situation alimentaire. Et ces informations, c'est principalement les résultats quantitatifs de l'enquête permanente agricole, c'est les résultats de l'enquête nutritionnelle SMART, c'est les résultats des missions conjointes et toute autre information, notamment les informations sur la situation du bétail qui sont disponibles, que les membres du comité vont s'asseoir, analyser afin de pouvoir donner les tendances sur la situation alimentaire. Très attendu par le gouvernement et ses partenaires au développement, le rapport de la session servira pour l'élaboration de la cartographie de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle dans les espaces CEDEAO et SILS. Aujourd'hui, la campagne qui est en train de se terminer, quelles sont les possibilités que nous aurons pour l'année à venir? Est-ce qu'il y aura des crises alimentaires? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour juguler ces crises? S'il n'y en a pas, quelles sont les dispositions aussi qu'il faut prendre pour gérer ce qui est là? Voilà un peu l'intérêt de cette rencontre. En attendant, le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo, exhorte les participants à faire preuve d'objectivité, d'esprit critique et de rigueur tout au long des 2 jours de travaux afin que les conclusions attendues éclairent efficacement les décideurs sur l'issue probable de la présente campagne agricole. Un mot de politique, les femmes du MPP de la région du Sud-Ouest ont effectué leur entrée politique ce samedi 10 novembre à Dano. Elles ont placé sous le thème « Surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDS dans la région du Sud-Ouest, rôle et place de la femme ». Cette rentrée politique, Abouakar Traoré, sur place à Gawa pour le compte-rendu.
Les attaques terroristes mettent à mal la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social, selon les représentantes des femmes du parti au pouvoir. Elles ont donc sonné la mobilisation féminine pour la lutte contre l'insécurité à cette rentrée politique régionale des femmes du mouvement du peuple pour le progrès MPP, ici à Danou. Nous avons la vue, nous avons le toucher, nous avons les sens qui nous permettent de voir les choses et de pouvoir transmettre à qui de droit afin que des choses soient faites. Nous devons nous mobiliser autour de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des armées, pour apporter notre soutien aux forces de défense et de sécurité, car sans sécurité, notre PNDS sera pris en otage. Les militantes MPP du Sud-Ouest se sont engagées pour cette lutte. Elles ont aussi remercié le président du Faso pour les différentes réalisations dans la région, malgré le contexte sécuritaire et économique difficile du pays. Tout en saluant l'engagement des femmes dans la lutte contre l'insécurité, le patron de cette rentrée politique des femmes MPP du Sud-Ouest a invité tous les militants du parti à resserrer les rangs pour les défis à venir. J'ai enfin insisté pour que l'ensemble des militants et militantes du MPP du Sud-Ouest saisissent l'exemple donné par les femmes pour se mettre en ordre de bataille pour que nous soyons tous en pré-campagne 2020. Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes des attaques terroristes au Burkina. Dans l'actualité ce soir, ce 14 novembre est consacré à la lutte contre le diabète par la communauté internationale. La journée mondiale du diabète constitue donc une occasion de sensibilisation à la maladie. Et au Burkina Faso, selon les spécialistes, le diabète constitue un motif de plus en plus fréquent de consultation dans les formations sanitaires. Environ 10 000 cas notifiés cette année en consultation externe dans les centres de santé du pays. Paul David Bambara, Nathalie Sawargo. Je m'appelle Kéré Ousmane, j'ai 68 ans. Je n'ai jamais découvert que j'avais le diabète. C'est arrivé ici le 14 septembre que j'ai su que j'avais le diabète à travers le professeur Guira, de type 2. Il m'a dit que j'ai ce mal depuis mon tendre âge. Effectivement, quand j'étais jeune, à l'école, quand on jouait au ballon, une petite blessure, tout de suite, ça s'aggravait. Mais on n'a pas su que c'était le diabète qui provoquait ça. Comme lui, ils sont nombreux ceux qui vivent avec le diabète, mais dans l'ignorance. Mamadou Tassambedo a 71 ans. Il fait partie de ce groupe. Il a du mal à trouver les mots pour exprimer sa souffrance. Adama Zemba, lui, a découvert sa maladie il y a de cela 15 ans. Depuis que j'ai connu, j'essaye de suivre le régime et je fais le contrôle de la glycémie à l'aide des appareils qu'on m'a donné. Maintenant, ça va. Au Burkina Faso, selon l'annuaire statistique du ministère de la Santé, plus de 10 000 cas de diabète ont été notifiés en 2017 en consultation dans les centres médicaux et les hôpitaux, dont 45 cas chez les enfants de moins de 15 ans, plus de 4 000 chez les femmes et environ 5 800 chez les hommes. Le diabète sucré fait partie d'un certain nombre de maladies qu'on appelle des maladies métaboliques et qui sont caractérisées par un état d'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire le taux de sucre est très élevé dans le sang et généralement qui résulte soit d'un défaut de sécrétion de l'insuline ou de son action et qui peut entraîner bien sûr des complications au long cours qu'on appelle des complications vasculaires, microangiopathie ou macroangiopathie ou des complications aiguës. Selon le docteur Boigninou, il y a 4 types de diabète. Les facteurs de risque sont nombreux et il y a des signes qui orientent vers la maladie. Les signes donc qui peuvent orienter vers le diabète sucré est ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique. C'est-à-dire c'est des personnes qui urinent fréquemment, peuvent se réveiller 4 à 6 fois la nuit pour uriner. Est ce qu'on appelle donc la polydipsie, la personne a soif permanemment, elle boit beaucoup. Et à ce qu'on appelle la polyphagie, la personne mange, elle a toujours envie de manger. Et en dehors de ça, il y a l'amaigrissement, c'est des personnes qui mangent, mais paradoxalement, elles maigrissent. Le diabète est la première cause d'amputation, la première cause d'infarctus et d'insuffisance rénale et de cécité, une maladie chronique et irréversible.
Il faut se faire dépister à temps. Et c'est pour venir à bout de ce mal que le Lions Club International, en partenariat avec le ministère de la Santé, ont organisé une séance de dépistage de diabète au profit de la population. Et puis l'accident de Boromo, il y a 10 ans, a fait 72 morts et 50 blessés. Les bus en partance pour la Côte d'Ivoire avaient été loués par des opérateurs privés. Mauvais état du véhicule et surtout une surcharge des passagers et des bagages. 10 ans après, ces opérateurs avouent avoir changé leur méthode. Viviane Tiendrebego. Dix ans après le drame de Boromo, l'axe Koudgou-San Pedro est toujours bien fréquenté. Ici, la tradition du voyage, c'est de partir les lundis et les jeudis, la nuit. Après le 15 novembre 2008, certaines choses ont changé. Avant le départ, nous contrôlons tout. Par le passé, en plus des passagers, nous chargeons un peu de tout dans le véhicule. Maintenant, nous évitons tout ce qui peut aggraver les dégâts en cas d'accident, par exemple. Il y a des chauffeurs qui voyageaient avec des bouteilles de gaz dans les véhicules. Nous n'acceptons plus ça. Certaines habitudes sont cependant difficiles à abandonner. Il y a des moments où nous faisons de la surcharge. Mais cela est dû à l'insistance même des clients qui veulent voyager à tout prix. Si nous les embarquons, ils sont encore les premiers à se plaindre que nous faisons de la surcharge, alors que nous le faisons juste pour les aider. Abdoulaye Tchounou, qui a perdu son frère dans l'accident de Boromo, n'est pas du même avis. Nous étions 4 sur un siège de 3 places. En cours de route, les transporteurs ont voulu ajouter un 5e et j'ai refusé. Je leur ai donc dit de me remettre mon argent pour que je descende du car. Ils ont refusé et ils ont installé le passager à la place de l'apprenti qui est resté debout jusqu'à l'arrivée. La faute incombe au transporteur et non au passager. S'il ne donne pas de ticket, le passager ne montera pas à bord. Le prix du transport de Koudgou jusqu'à San Pedro est de 30 000 francs CFA, payable cash ou à tempérament à l'arrivée en terre ivoirienne. Ce soir sur la télévision du Burkina, Viviane Tiendrebego vous propose un grand reportage sur l'après Boromo, un rendez-vous à ne pas manquer sur le coup de 21h. Et puis à l'étranger, en République démocratique du Congo, les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe avaient aux côtés d'autres dirigeants de l'opposition accepté dimanche dernier le renoncer à leur candidature après avoir signé un accord de soutien à l'homme d'affaires Martin Fayoulou lors du scrutin du 23 décembre prochain. Un revirement qui ne plaît pas visiblement aux Congolais. À quelques jours du début de la campagne présidentielle en RDC, la tension monte à Kinshasa, la capitale. De nombreux résidents se disent frustrés après le retrait des 2 poids lourds de l'opposition de l'accord signé dimanche pour désigner un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe affirment avoir reculé sous la pression de leur base après l'accord conclu avec 5 autres ténors pour soutenir la candidature de Martin Fayoulou. Il faut reconnaître que ce sont des gens versatiles. Le matin, ils disent une chose, l'après-midi, ils disent une autre chose. C'est malheureux. Ça prouve l'immaturité de M. Tshisekedi. D'après cet accord, Fayoulou, à la tête d'un parti peu représenté au Parlement, devait défendre les chances de l'alternance face à l'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de Joseph Kabila. Nous ne devrions pas y retourner maintenant parce que nous risquons de perdre ces élections. Les désaccords entre l'opposition ouvrent la voie à la victoire du Front commun du Congo, la plateforme de Kabila. Le retrait de Tshisekedi et de Kamerhe de l'accord a éteint l'espoir d'un front uni contre Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Le scrutin de décembre marquera la première passation pacifique du pouvoir du pays depuis l'indépendance en 1960.
Et puis avant de vous quitter, sachez que demain, la RTB vous propose la cérémonie d'inauguration de l'échangeur du Nord dans la capitale burkinabé, une cérémonie prévue à 10 h. Mais la prise d'antenne ici à la RTB est prévue pour 9h30. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.